Super. Bonjour et bienvenue à notre webinaire qui portera sur les projets spéciaux que nous avons actuellement chez Constelli. Avant de débuter, je me présente. Je m'appelle Karine Gilles-Blaquière, chargée de projet pour le secteur manufacturier. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Maude Vigée-Meilleur, chargée de projet en conciliation proche aidance, et de Patricia Dubois, chargée de projet pour le secteur commerce du détail. Donc aujourd'hui, l'objectif de notre webinaire est de vous présenter nos projets d'accompagnement. Mais avant tout, on va prendre le temps de vous présenter Concilvie et le RPQF, le Réseau pour un Québec famille. On va vous présenter quelques statistiques de pourquoi il est important d'implanter et de formaliser des mesures en conciliation famille-travail. Par la suite, chacune d'entre nous présentera nos projets communs avec les similitudes et les distinctions. Je laisse la parole à ma collègue Maude pour vous présenter Concilvie et RPQF. Oui, bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, avant de se lancer dans le sujet, comme disait ma collègue Karine, je voulais vous présenter un peu ce qu'on était le Réseau pour un Québec famille, puis aussi l'initiative Concilivie. Le Réseau pour un Québec famille, c'est un organisme sans but lucratif qui regroupe des organismes nationaux qui sont soucieux de la situation des familles québécoises. La mission, vraiment, c'est de promouvoir et valoriser la famille, son importance, puis sa contribution dans la société. Mais depuis 2015, une de ses préoccupations les plus grandes, c'est la conciliation famille, travail, études. Et tout ça, ça l'a mené à la création de l'initiative Concilivie en 2019. Je vous avais à l'écran ce qu'est l'initiative Concilivie, donc ses principales stratégies et activités. Vraiment, la première, c'est la génération et le transfert de connaissances. Pour vous donner un exemple, on réalise des sondages annuels auprès des employés et des employeurs pour prendre le pouls de la conciliation famille-travail au Québec. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la génération et le transfert de connaissances, c'est vraiment central puisque ça alimente nos autres stratégies. Le soutien au changement de pratique, qui va s'illustrer par l'accompagnement d'organisations dans des démarches de conciliation famille-travail qui vont mener à l'obtention du saut Concilivie, mais aussi avec notre offre de formation sur la conciliation famille-travail et ses sujets connexes. On va faire aussi de la mobilisation et du partenariat. Donc, on a différents comités d'experts qui se penchent sur différents sujets ayant trait à la conciliation. On a des collaborations aussi avec des organismes de l'écosystème famille, avec nos membres aussi du réseau. Puis, finalement, notre dernière stratégie, c'est vraiment le plaidoyer et l'avis conseil pour porter nos recommandations aux oreilles des décideurs, notamment celles qui sont en lien avec la conciliation famille-travail. Puis finalement, c'est le sujet d'intérêt aujourd'hui. On a 3 projets qui s'inscrivent de manière transversale dans nos stratégies et nos activités. Donc, on a les consultations sectorielles dans le secteur manufacturier et dans le secteur du commerce de détail. Puis, on a notre projet en conciliation proche aidance travail. Avant de nous lancer dans la présentation de nos différents projets gratuits, je voulais mettre en lumière certaines de nos données de sondage annuelles dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Dans notre édition de 2023 du sondage qui était destiné aux parents et aux proches aidants d'emploi, on apprenait que 62% seraient prêts à changer d'emploi pour de meilleures mesures de conciliation famille-travail. Ça démontre vraiment bien la valeur qui est accordée aux pratiques conciliantes dans la société et par le fait même les besoins criants des familles en matière de conciliation. Aussi, ce même sondage nous indiquait que la présence de mesures formelles de conciliation famille-travail est importante pour 82% des parents et proches aidants en emploi, alors que c'est seulement 21% des organisations qui ont indiqué en 2002 en avoir dans leur organisation. On voit donc qu'il existe un gap quand même assez important entre les besoins des employés et ce qui est offert par les employeurs du Québec. Pourtant, vous voyez, les organisations ont tout intérêt à s'investir en faveur de la conciliation famille-travail parce que c'est quand même 81% de celles qui se sont engagées en faveur de la conciliation, donc qui ont mis en place des mesures
qui ont connu des impacts pas négatifs, positifs, bien sûr, notamment sur la rétention du personnel et le recrutement. Donc, maintenant que vous avez vu que les mesures de conciliation famille-travail sont des incontournables pour les employeurs, je passe la parole à ma collègue Patricia pour qu'elle vous introduise à nos superbes projets d'accompagnement gratuit. Merci, Maude. Donc, dans le cadre de nos recherches-actions portant sur la conciliation famille-travail, nous avons 3 projets à vous présenter aujourd'hui, soit celui du secteur manufacturier, celui du secteur du commerce de détail et celui de la conciliation proche-aidance. Au cours de ces projets, il est possible de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et gratuit pour une période de 1 an afin de mettre en place des mesures inclusives de CFT répondant aux enjeux particuliers de votre milieu et obtenir le saut Concilivie à la fin de ce processus. Nous allons vous présenter aujourd'hui ces différents projets avec leurs particularités et vous donner des informations nécessaires à savoir si une de ces initiatives convient à votre organisation. Oui. Je suis allée un petit peu trop loin. Je reviens en arrière. Donc, pour le commerce de détail, pour vous situer, le but de ce projet de recherche est de mobiliser et d'outiller les organisations œuvrant dans le secteur du commerce de détail en matière de CFT. Ce projet vise également à sensibiliser aux enjeux et solutions particulières du secteur en matière de conciliation famille-travail. Nous sommes financés par le Secrétariat à la condition féminine en participation, en initiative en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et avec la participation de notre comité d'experts sur lequel siège Détail Québec, le Conseil québécois du commerce de détail et Diane Gabrielle Tremblay, professeure à la TÉLUQ, qui participe à titre de spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail. Pour mon projet, nous sommes toujours à la phase 1 qui consiste à la collecte de données. Nous venons de terminer notre série de groupes de discussion et nous sommes à la rédaction du rapport qui intégrera les conclusions d'une revue de littérature, des groupes de discussion et des échanges avec notre comité d'experts. Nous serons en mesure d'identifier les pratiques adaptées au secteur du commerce à la suite de ces initiatives et d'être outillés pour l'accompagnement des organisations désireuses de faire le processus d'obtention du saut Concilivie. Le début du recrutement des organisations se fera à la mi-février. La première cohorte débutera lorsque nous aurons de 12 à 14 organisations inscrites. Nous espérons commencer les premiers accompagnements subventionnés pour le mois d'avril. Il n'y a pas de restriction au sujet de la taille des organisations visées par ce projet. Un petit commerce de proximité peut très bien faire le processus au même titre qu'une organisation multisuccursale. Dans le processus, les organisations inscrites auront la chance de participer à une communauté de pratique et d'échanger avec d'autres responsables du milieu. Une formation portant sur les contraintes du secteur et des pratiques gagnantes devrait être disponible d'ici la fin de l'année pour être visionnée par les responsables du processus du saut pour les organisations participantes. Ce projet se terminera par la création et la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation, de l'infographie, des articles de témoignages et plus, à partir de l'expérience acquise sur la conciliation famille-travail dans le commerce de détail. Elle sera à l'attention des gestionnaires et des futurs gestionnaires du commerce. Pourquoi nous croyons que ce projet est important? Parce que le secteur est sous-représenté chez nos détenteurs. Seulement quelques organisations œuvrant dans le commerce de détail ont fait le processus de l'obtention du saut jusqu'à maintenant, parce qu'il reste aussi beaucoup à faire selon les écrits recensés de notre revue de littérature et la synthèse de nos groupes de discussion. C'est un consensus généralisé qu'il est important de commencer à se questionner à ce sujet, parce qu'il est possible d'être innovant malgré les nombreux enjeux contraignants du secteur et vu la nature des emplois. Il est possible d'instaurer des pratiques à coût nul ou à faible coût qui sauront répondre aux besoins des employés. Et pourquoi je crois qu'entamer ce processus est une bonne chose pour les organismes travaillant, œuvrant dans le commerce des détails?
Premièrement, pour attirer des employés à haut potentiel qui pourraient désirer postuler aux conditions offertes favorisant la CFT. Durant nos échanges de groupe, il est ressorti à plusieurs reprises qu'il était difficile de recruter pour certains postes techniques ou de gestion. À l'opposé, les employés nous ont mentionné avoir refusé des promotions ou avoir demandé des démotions parce qu'il leur était impossible de concilier leurs responsabilités professionnelles et leur responsabilité familiale. C'est aussi pour formaliser les mesures déjà en place dans les organisations pour favoriser l'équité et diminuer les tensions. Il a été observé que le donnant-donnant à la cote en pratique, seulement ceci entraîne régulièrement des iniquités, soit des travailleurs n'osent pas demander ayant peu à offrir en retour, ça peut être le cas d'un père ou d'une mère monoparentale. Un employé proche aidant pourrait être étiqueté comme moins bon travailleur parce qu'il s'absente ou demande des accommodements plus souvent, et bien d'autres exemples comme ceux-ci qui peuvent instaurer des tensions au sein des équipes. Un autre point positif à la formalisation est que cela favorise une meilleure compréhension du système de gestion des journées de congé et des absences. Ça élimine les inégalités dans le traitement des demandes individuelles. Enfin, ça amène un bon partage des responsabilités en matière de CFT entre les employés et les employeurs. Et aussi parce que sensibiliser les gestionnaires et les employés à la CFT favorise la cohérence des équipes de travail. Parler des diversités des besoins en CFT et adopter une perspective collective du traitement des demandes aide à la satisfaction personnelle et à la dynamique entre les collègues. Enfin, instaurer un climat de bienveillance et de neutralité dans les rapports entre les employés par la sensibilisation à la CFT aide à l'ambiance de travail, à l'adhésion aux pratiques saines et à la mobilisation. Ceci pourrait même favoriser de meilleures pratiques en gestion de temps et de priorité et favoriser la saine performance. Et enfin, parce que prendre le temps de cibler les besoins réels des employés est important pour y répondre efficacement. Lors du processus vers l'obtention du son, les employés seront sondés pour connaître leurs enjeux propres. Il sera plus facile d'adapter ou de formaliser des mesures qui sauront répondre à leurs besoins et qui sauront être favorables à leur bien-être. Finalement, c'est une belle opportunité pour s'ouvrir à de nouvelles discussions autour de la conciliation famille-travail et aux changements bénéfiques que cette discussion pourra engendrer au sein de vos équipes. Donc, je laisse maintenant la parole à ma collègue Karine qui présentera le projet du secteur manufacturier. Merci, Patricia. Karine est chargée de projet pour le secteur manufacturier. Donc, tout d'abord, un peu d'histoire concernant le projet manufacturier. Le projet a débuté il y a presque 2 ans maintenant en phase recherche. Donc, on a fait une revue. On a fait une revue de la littérature, on a organisé des groupes de discussion en invitant des employés, des gestionnaires et des responsables RH à discuter de leurs enjeux en lien avec leur organisation et leur département, et aussi en les impliquant dans la recherche de solutions. Nos constats concernant les enjeux majeurs sont, sans grande surprise, l'organisation du travail, du fait qu'on a des organisations où la production doit être en continu, où les départements sont souvent en interdépendance. Le deuxième enjeu, les échéanciers serrés. Donc, dans un ère d'Amazon où on veut toujours tout plus rapidement, les PME manufacturières doivent compétitionner à de grosses entreprises. Elles vont souvent miser sur les rapidités d'exécution, mais malheureusement, ils n'ont pas toujours les effectifs pour ça et c'est justement le troisième enjeu. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu qui n'est pas unique au secteur. Par contre, ce qu'on remarque depuis les dernières années, c'est que c'est le départ des femmes du secteur. Donc, depuis la pandémie, surtout, là, les femmes ont quitté le secteur. On pense faire en fait, ça serait sûrement en lien avec que les femmes souhaitent avoir des mesures de conciliation famille-travail qui n'étaient pas disponibles dans le secteur. Donc, sont allées dans des secteurs où c'était plus évident pour eux. Un autre aspect important aussi, c'est que le secteur manufacturier est un secteur de prédominance masculine. Par contre, le rôle des pères a énormément évolué dans les dernières années. En fait, les pères québécois sont les champions en termes de partage des responsabilités familiales, ce qui veut dire que maintenant, les pères vont aussi demander à avoir accès à des mesures de conciliation famille-travail.
Le dernier enjeu, c'est la culture organisationnelle. Donc, il y a encore énormément de sensibilisation à faire dans le secteur manufacturier. Le jugement des pairs et des gestionnaires font partie des raisons pourquoi les employés n'utilisent pas les mesures de conciliation famille-travail. Donc, il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Maintenant qu'on a une meilleure idée des enjeux, on est rendu à la phase action. Donc, de mettre en action les constats et les solutions pour les organisations du secteur manufacturier. Subventionné par le secrétariat à la condition féminine, nous avons l'opportunité de pouvoir accompagner jusqu'à 25 organisations du secteur. L'accompagnement, en fait, est pour l'obtention du saut Concilvie. On a déjà commencé une première cohorte à l'automne de 10 organisations qui sont actuellement là, en train de faire la démarche. Et juste pour vous donner un peu une idée de où sont situées, quel type d'organisation c'est, voici une image. Là, je l'ai trouvée. Encore une fois, j'ai cliqué. Donc, on a des organisations, en fait, sur les 10, on a 3 organisations qui sont syndiquées. Les organisations sont entre 30 et 425 employés, donc vraiment très, très étalées là, au niveau de la taille des organisations. Ils sont situés un peu partout au Québec. Donc, on a des organisations au Saguenay, au centre du Québec, dans la Montérégie et en Estrie. Et au niveau de la fabrication, encore une fois, c'est très étalé. Donc, métallique, plastique, pharmaceutique, électronique. Donc, c'est vraiment très diversifié à ce niveau-là. Il est important de savoir là, pour la deuxième cohorte, donc il nous reste quelques places à combler là, pour cette deuxième cohorte qui devrait débuter d'ici les prochaines semaines ou mois selon un peu dans le même principe que Patricia, là, à partir du moment qu'on ait atteint 10 organisations, on va pouvoir débuter la cohorte tous ensemble de façon synchronisée. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà des mesures de conciliation famille-travail à l'interne. Je vais être vraiment là pour vous accompagner tout au long pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est possible de faire là, pour votre secteur. Un autre avantage de cet accompagnement qui est personnalisé, c'est aussi l'invitation en fait à une participation à une communauté de pratique. Donc, OK, merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, au niveau de la communauté de pratique, il y a une rencontre qui est prévue une fois par 2 mois où tous les participants de la cohorte se rencontrent pour parler de leurs enjeux. Donc, on va parler des différentes étapes de l'accompagnement où on est rendu dans le processus. On va parler quels ont été les défis ou même les réussites par rapport à ces différentes étapes-là. Les participantes, ça, c'est un peu les sujets qui ont été présentés ou parlés, là, discutés dans les différentes rencontres de communautés de pratique. Donc, on a beaucoup parlé de l'absentéisme, donc les différentes façons de diminuer le taux d'absentéisme chez les employés. On a énormément parlé aussi de la sensibilisation en conciliation famille-travail. Donc, le travail qu'on doit faire là, auprès de soit les superviseurs, les gestionnaires et même les collègues de travail. Ce que les participantes apprécient le plus des rencontres, c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt avec des gens qui ont les mêmes préoccupations, d'échanger de bonnes pratiques et de recevoir des commentaires constructifs et avoir un regard externe. Donc, c'est vraiment ce qui est ressorti là, des dernières rencontres, c'est le pouvoir d'avoir des œillères un peu élargis par rapport à une situation qu'on vit dans le secteur ou même dans son organisation, puis d'avoir différents points de vue ou même différents façon d'améliorer la situation. Je laisse la parole à Maude pour parler de son projet. Moi, j'avais des petits soucis là, avec le partage de contrôle d'écran à retrouver ma souris. J'y suis, j'ai pu me démuter. Donc, avant de vous parler plus concrètement de mon projet, je voulais vous introduire au contexte de sa création. Donc, peut-être certains d'entre vous sont au courant, mais je trouvais intéressant de le rappeler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, il y a eu l'adoption de la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Et cette loi-là prévoyait l'adoption d'une politique nationale ainsi que le développement d'un plan d'action gouvernemental pour soutenir à la qualité de vie là, des personnes proches aidantes. Le plan d'action, il a débuté en 2021, il va prendre fin en 2026.
Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la loi prévoit la reconduction tous les 5 ans de ce plan d'action. Notre rôle à nous, chez Concilivie, on est responsable de la mesure 53, qui est financée par le ministère de la Famille, qui est lui-même financé par le ministère de la Santé et Services sociaux, qui est responsable du plan d'action. Puis nous, notre mesure, ce qu'elle vise, c'est vraiment à favoriser l'embauche et le maintien en emploi des personnes proches aidantes. Mais son objectif, là, qui est en lien vraiment, c'est de venir identifier et expérimenter des pratiques organisationnelles qui vont favoriser l'inclusion des responsabilités de proche aidance au travail, et tout ça par la voie de la conciliation famille-travail. Pour nous appuyer dans la réalisation de ce projet-là, on s'est doté d'experts pour former un comité. Donc, on a des experts d'organismes nationaux en proche aidance, donc l'Appui, Proche aidance Québec, Cap Santé mentale. On a aussi un acteur important là, dans le monde du travail, donc le Conseil du patronat du Québec. On est aussi accompagné d'une chercheuse de la TELUC, Diane Gabrielle Tremblay, pour ne pas la nommer, et de quelqu'un du ministère de la Famille. Donc, vous voyez une équipe vraiment 360 là, pour avoir une vision très intégrée là, de la conciliation proche aidance travail. Et un des moyens déployés, là, en fait, pour arriver à nos objectifs, vous l'aurez deviné, c'est d'accompagner des organisations via notre démarche d'obtention du sceau bonifié pour venir vraiment renforcer les capacités des organisations à soutenir les proches aidants en emploi. Maintenant, avant d'aller plus loin, sûrement encore là, certains d'entre vous sont déjà au courant, mais je trouvais important de vous exposer à la définition de la proche aidance selon la loi qui a été adoptée. Donc, vous voyez à l'écran une définition là, comme elle est dans la loi, mais de manière un peu plus vulgarisée. Une personne proche aidante, c'est quelqu'un qui apporte une aide significative, donc un soutien à un membre de son entourage, avec qui a un lien affectif, bien sûr, qui est confronté à une perte d'autonomie en raison d'une incapacité qui peut être physique, cognitive, psychologique, psychosociale. Il peut avoir une maladie, un handicap ou même un trouble de santé mentale. Et ce soutien-là peut être offert de manière continue ou bien de façon occasionnelle. Ça peut être aussi sur du court ou du long terme. Puis pour vous donner un peu des exemples d'incapacité, c'est bien sûr pas une liste exhaustive, là, mais ça peut être lié à la vision, ça peut être lié à la mobilité, même à la flexibilité d'une personne, à avoir de la difficulté à se pencher, ramasser un objet. Ça peut être aussi une incapacité qui amène de la douleur. Ça peut être des troubles d'apprentissage. Ça peut être aussi, comme on le nommait tantôt, des difficultés liées à la santé mentale, mais aussi à la communication. Puis, l'aide peut être apportée pour différentes choses. Encore là, c'est pas une liste exhaustive, mais ça peut être, par exemple, pour du transport, de l'aide aux soins personnels, aux travaux domestiques, du soutien émotionnel, de la coordination des soins. Je pourrais en nommer tout plein comme ça. Ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Et c'est ce qui est important aussi de retenir, c'est que tout ça, c'est peu importe l'âge de l'aidant ou de la personne proche aidante. Donc, il ne faut pas être âgé, par exemple, de plus de 65 ans pour être proche aidant. Ce n'est pas juste de la proche aidance non plus envers des aînés. Le milieu de vie où l'aidant habite n'a pas d'influence non plus. Donc, on peut être proche aidant de quelqu'un qui serait, par exemple, en CHSLD, maison d'hébergement. Et peu importe aussi le lien qui nous unit à cette personne-là. Donc, ça peut être notre conjoint, notre ami, notre voisin, notre père, notre mère, notre grand-parent. Et voilà, vous comprenez où je veux en venir. Maintenant qu'on sait c'est quoi la proche aidance, je voulais vous montrer aussi pourquoi, en tant qu'organisation, on devrait poser des actions en faveur de la proche aidance. Parce qu'on peut se poser la question, surtout si c'est une réalité à laquelle on n'a pas été encore exposé, qu'on n'a pas eu encore de demande en tant qu'employeur par rapport à ça, qu'on croit pas avoir de proche aidant dans notre emploi. Tout d'abord, pourquoi il faut s'investir? C'est vraiment en raison de la prévalence. C'est pas moins de 35% des adultes du Québec qui sont proches aidants, selon l'enquête sur la proche aidance qui a été menée par l'Appui
en 2022. De ceux-ci, il y a 46%, pardonnez-moi, qui travaillent à temps plein et 11% à temps partiel. Donc, 57% sont sur le marché du travail. C'est donc possible, je dirais même fort probable que certains de vos employés ne s'identifient pas nécessairement dans ce rôle-là ou même encore que vous n'avez pas partagé cette situation-là, donc que vous croyez que ça ne vous touche pas nécessairement. Aussi, pourquoi c'est important de s'investir? Bien, il faut se dire qu'en tant qu'employeur, on a des responsabilités sociales, mais aussi dans le contexte dans lequel on est avec la pénurie de main-d'œuvre, le vieillissement de la population qui va faire en sorte que ce 35%-là risque d'augmenter dans les prochaines années. Bien, des mesures de conciliation famille-travail inclusives des réalités de proches aidants, ça peut être des puissants leviers d'attraction et de rétention du personnel. Maintenant, vous vous demandez peut-être aussi pourquoi c'est nécessaire de s'engager dans une démarche de conciliation famille-travail qui va mettre spécifiquement la loupe sur les réalités de proches aidants. Pourquoi pas faire une démarche plus globale? Ou encore, peut-être vous vous demandez, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Tu sais, moi, je suis déjà un employeur conciliant ou même j'offre déjà des mesures formelles à mes employés. Eh bien, selon notre sondage, les personnes proches aidantes en emploi disent à la hauteur de 30% qui ne se sentent pas légitimes d'utiliser les mesures de conciliation famille-travail auxquelles ils ont accès pour s'acquitter de leurs responsabilités de proche aidance. C'est 39% qui nous mentionnent que les mesures de conciliation ne leur paraissent pas aussi accessibles qu'elles le sont pour les parents. C'est donc vraiment nécessaire de venir formaliser les mesures de conciliation famille-travail et de développer une communication qui va venir légitimer les besoins des personnes proches aidantes et aussi légitimer l'utilisation des mesures pour répondre à leurs besoins au quotidien. Il faut aussi se dire que la formalisation des mesures via, par exemple, une charte ou une politique de conciliation famille-travail, c'est aussi un élément qui permet d'appuyer votre culture organisationnelle, donc de montrer que vous êtes en faveur de la proche aidance, en fait, en faveur de donner des accommodements en ce sens-là. Aussi, ça permet de montrer vos couleurs à un employé, par exemple, qui vient d'arriver en poste, qui ne sait pas encore à quoi ressemblent vos attentes, à quoi ressemble le cadre de travail. Et ça permet aussi de montrer vos couleurs à des gens que vous souhaitez recruter. Donc, d'avoir vraiment quelque chose de noir sur blanc qui vous positionne comme un employeur engagé envers les proches aidants. Ça permet aussi d'alléger les préoccupations des employés et aussi de faire en sorte qu'ils n'attendent pas d'être pris au dépourvu pour venir bénéficier de mesures accommodantes parce qu'on le sait, là, les recherches nous le démontrent. Les proches aidants vont souvent attendre à la dernière minute quand ils ne seront plus capables de concilier pour venir demander des mesures. Donc, en ayant des mesures formelles, on peut déjà savoir comment on va pouvoir se débrouiller. Puis même pour ceux qui ne sont pas proches aidants, c'est rassurant de savoir la marge de manœuvre auquel on aura accès si jamais on a à vivre cette situation-là. Et on sait que malheureusement, plusieurs vont avoir à passer à travers cette étape-là. Finalement, si je reviens un petit peu plus au concret de mon projet, oui, il y a l'accompagnement, mais avant d'être en mesure d'accompagner les organisations, il faut savoir qu'on a réalisé une revue de la littérature, autant les écrits scientifiques que la littérature qu'on appelle la littérature grise. Donc, pour s'informer sur la proche aidance et le travail, la réalité des proches aidants, mais aussi les défis et les leviers organisationnels, on est venu collecter de l'information via nos sondages annuels. Je vous ai présenté des données là, qui venaient de ça tout à l'heure. Et en ce moment, je suis en plein projet pilote d'accompagnement. Donc, j'accompagne 9 organisations pour tester une approche de démarche bonifiée du saut Concilivie. Pour vous donner des exemples, j'accompagne des organisations dans le secteur des assurances, finances, des municipalités, des organismes communautaires, des entreprises qui offrent des services professionnels. Donc, vous voyez, c'est quand même assez varié. Là, on les accompagne. Là, ça a débuté à l'automne, puis ça va se terminer au printemps. Puis ensuite, on va venir vraiment évaluer ces projets pilotes-là pour les adapter notre accompagnement, adapter nos outils
pour être prêt à l'automne 2024 à accompagner 20 nouvelles organisations avec une démarche qui va avoir été validée et expérimentée. Donc, pour vous donner un petit aperçu, dans cette démarche-là, vous pourrez apprendre davantage sur la proche aidance au travail, donc les leviers, les défis auxquels font face les organisations. Aussi, vous allez pouvoir réfléchir aux modalités d'application des mesures, aux bonnes pratiques en proche aidance, puis aux stratégies de communication qui sont favorables pour communiquer vos mesures. Et il faut aussi savoir, là, parce que là, on met beaucoup la loupe sur la proche aidance, c'est super important, mais la démarche va permettre aussi de réfléchir à la conciliation famille-travail de manière plus large. Donc, ça va être l'occasion de formaliser des mesures de conciliation qui vont permettre de répondre à d'autres responsabilités familiales, donc parentales, tantes, oncles, grands-parents. Donc, ça va permettre de répondre aux besoins un peu plus larges là, de vos employés. Puis, le saut Concilivie va permettre de faire rayonner votre engagement envers la conciliation famille-travail de manière plus globale parce que ça va avoir répondu à toutes les du moins à plusieurs enjeux familiaux que vivent vos employés. Bon, maintenant, je passe la parole à ma collègue Karine pour qu'elle puisse vous expliquer un peu plus les étapes de cet accompagnement. Oui, merci. Donc, voici la ligne un peu du temps là, du processus d'accompagnement pour l'obtention du saut. Donc, en haut, en bleu foncé, on a vraiment les étapes communes, que ce soit pour nos projets ou même dans l'accompagnement général là, chez Constilvie. Donc, on a une première rencontre exploratoire juste un peu pour parler du projet, de discuter un peu des enjeux actuels et voir si la démarche là, de l'accompagnement du saut fait du sens là, pour votre organisation. Par la suite, on a une rencontre de démarrage où on va en apprendre un peu plus sur les mesures déjà en place chez vous et parler du sondage, de la façon de la consultation en fait des employés. Par la suite, c'est l'envoi de cette consultation-là. On a par la suite une rencontre individuelle d'échange par rapport aux résultats de la consultation. Puis par la suite, c'est vraiment la table à dessin. Vous êtes fin et prêt là, pour rédiger la charte qui se veut un peu les grandes lignes là, des mesures de conciliation famille-travail dans votre organisation. On est tout le temps disponible. Donc, on a indiqué 1 à 2 rencontres là, en lien avec la rédaction de la charte. Donc, tout dépendamment de votre demande, là, on peut être disponible pour avoir des rencontres très courtes ou un peu plus longues là, pour discuter vos enjeux et de l'écriture de la charte. Par la suite, avec le comité du saut à l'interne, on valide si votre organisation peut obtenir le saut et par la suite, c'est la confirmation de l'obtention du saut. En dessous, en orange, on a ajouté les communautés de pratique. Donc, c'est une rencontre environ, c'est pas nécessairement exactement à ces moments précis-là, mais c'est généralement là, à peu près, là, si je me fie pour le secteur manufacturier. Donc, on a une rencontre aux 2 mois environ là, concernant la communauté de pratique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la communauté de pratique va durer un peu plus tard aussi, après l'obtention du saut, juste pour parler aussi de comment on fait vivre j'ai perdu mes mots, la conciliation famille-travail au quotidien. Pour ce qui est du projet de conciliation proche aidance-travail, donc pour le projet à Maude, il y a 2 autres rencontres qui est prévues en début de rencontre là, pour parler un peu plus de la sensibilisation sur la proche aidance. Je te laisse la parole, Maude, pour la suite et voir si tu avais quelque chose à ajouter là, par rapport à ces 2 rencontres supplémentaires là, pour ton projet. Non, ça fait le tour. Puis ça, vous sachez, on vous présente ça de manière globale aujourd'hui, mais si vous réservez une rencontre avec nous, on va pouvoir explorer un peu plus les étapes. On voulait vous donner un aperçu. Maintenant, depuis le début du webinaire, on vous a nommé les nombreux avantages de nos projets d'accompagnement, mais de manière générale, la démarche pour obtenir le saut Concilivie, ce qu'il y a de super avec ça, c'est que ça permet de répondre aux besoins réels de vos employés et donc de développer une charte, de formaliser des mesures qui vont être en adéquation avec ces besoins-là.
Donc, de vraiment développer une offre personnalisée par rapport aux mesures de conciliation famille-travail. C'est sûr que c'est un atout indéniable pour la fidélisation parce que vous allez prendre soin de vos employés de cette façon-là. Vous allez leur montrer qu'ils sont importants pour vous. Vous allez les mobiliser aussi avec une belle démarche qui va demander de se consulter aussi par rapport aux besoins. Ça va créer aussi un sentiment d'appartenance. Ça va permettre de vous démarquer par rapport à votre marque employeur. Donc, les bottines vont suivre les babines, donc vous allez être vraiment aligné en ce sens-là. Donc, ça va favoriser votre attractivité. Puis, vous allez pouvoir rayonner là, en affichant votre sceau auprès des chercheurs d'emploi. Donc, tout plein d'avantages. Mais aussi, concrètement, les avantages, en fait, il y a des avantages à être détenteur du sceau. Ça va vous permettre d'accéder à des offres et des rabais exclusifs. Donc, par exemple, il y a une activité de partage et de réseautage entre détenteurs pour se partager les bonnes pratiques, les difficultés, les défis, tout ça animé là, par un membre de l'équipe Concilivie. Il y a aussi des activités annuelles exclusives pour les détenteurs du sceau. Il y a un rabais de 25 sur l'adhésion au répertoire de fournisseurs de services Concilivie. Donc, le répertoire de fournisseurs de services Concilivie, c'est des organismes, des entreprises qui offrent des services pertinents pour la conciliation famille-travail. Vous allez aussi avoir des rabais exclusifs chez certains de ces fournisseurs de services-là. Et bien sûr, vous allez avoir du support et de la visibilité parce qu'une fois que vous avez obtenu le sceau, notre porte est toujours ouverte. Donc, si vous vivez des enjeux, vous pouvez toujours parler à une conseillère pour vous accompagner là-dedans. On s'occupe aussi de votre rayonnement. Donc, minimum, là, il va y avoir un minimum de 2 publications par année sur nos pages Facebook et LinkedIn. Minimum d'une mention par année dans notre infolette. Si vous avez des bons coups à partager, vous pouvez nous en faire part, puis on va se faire un plaisir de les faire rayonner. Puis, c'est ça, on profite vraiment de toutes les opportunités pour vous mettre de l'avant. Maintenant, pour le mot de la fin, puis avant de passer à la période de questions, je cède la parole à ma collègue Patricia. Parfait. Donc, pour la suite, si vous avez un intérêt à recevoir plus d'informations sur un de nos projets et peut-être inscrire votre organisation à la consultation subventionnée, nous invitons à prendre rendez-vous avec la personne ressource de votre secteur d'activité, soit Karine pour le secteur manufacturier, moi, Patricia pour le secteur du commerce de détail ou Maude si l'initiative que vous voulez explorer est celle de la proche-aidance. Pour trouver nos liens Calendly pour prendre rendez-vous avec une de nous, vous n'avez qu'à consulter notre site web au www.concilivie.com et cliquer sur l'onglet « Projet » dans la bande du haut. Tous nos projets s'y trouvent et il vous suffira de sélectionner celui qui vous intéresse pour y trouver toutes les informations pertinentes. Vous recevrez également les liens pour la prise de rendez-vous à l'adresse courriel avec laquelle vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Pour débuter, nous allons commencer par répondre aux questions qui sont dans le chat auxquelles on n'aurait pas répondu lors de ce webinaire. Je vais arrêter aussi le partage d'écran puisqu'on comprend qu'on est à la période de questions. On peut attendre quelques minutes, voir si vous avez des questions qui se pointent par rapport à nos projets. Oui, mesdames, ici Julie de l'équipe Concilivie en audio seulement. Si je peux me permettre, si jamais certains d'entre vous voudraient poser une question à voix haute, n'hésitez pas peut-être juste marquer votre nom dans le chat, puis je vais pouvoir vous autoriser la parole. Et puis, si jamais vous ne souhaitez pas que votre question fasse partie de l'enregistrement, vous n'aurez qu'à le mentionner, puis je pourrais le couper au montage, il n'y a pas de souci. Donc, si jamais il y en a certains qui voudraient poser... Ah, voilà, j'ai une personne ici. Donc, j'avais Amélie ici qui voudrait poser une question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est ça, le chat semble pas actif.
Donc, je vais poser la question. Je ne suis pas dans les secteurs manufacturiers, commerce de détail. Est-ce qu'il y a quand même des groupes d'accompagnement pour d'autres secteurs ou simplement des groupes généraux d'accompagnement pour le saut? En fait, Vas-y, Karine. Non, vas-y. ben, en fait, c'est que pour les autres secteurs, pour tout ce qui est autre, c'est un accompagnement qui est général, mais qui ne va pas faire partie d'un groupe. Donc, il n'y aura pas de communauté de pratique, par exemple. Ça va être vraiment de façon plus individuelle, là, l'accompagnement. OK. Puis, est-ce que c'est un accompagnement qui est gratuit ou Non, qui... malheureusement, ça va, ça va Il y a être des payant. coûts à ça? Oui, Oui. exactement. OK. Si je peux compléter, oui, l'accompagnement général, il y a des coûts. Par contre, comme j'ai mentionné, moi, j'accompagne des organisations de tout secteur. Donc, oui, c'est certain, là, aujourd'hui, on a mis comme beaucoup la loupe sur la proche aidance, mais ça permet vraiment aussi de voir les besoins de conciliation là, de manière générale. Mais comme la proche aidance a souvent comme été un peu laissée de côté au profit de la parentalité, qui est plus positive, ben, c'est pour ça que on met de l'avant vraiment la proche aidance, mais on va s'intéresser à tous les besoins. Fait que ça peut quand même être une belle démarche là, pour faire un 360 là, des besoins de conciliation. OK. Puis, est-ce qu'il y a des critères précis pour l'obtention du saut? Pour participer au projet ou pour obtenir le saut à la fin, c'est ça, je pense. Oui, pour obtenir le saut à la fin, est-ce qu'il faut avoir une politique? Est-ce qu'il y a certains critères? Oui, Définis? oui. Oui, en fait, dans la démarche, là, on vous accompagne pour mettre en place une charte de conciliation famille-travail, donc une politique là, de conciliation qui détaille les engagements que vous avez envers la conciliation famille-travail, puis aussi les mesures que vous mettez en place. Là, nous, il faut savoir qu'on a différentes catégories là, de mesures. Donc, on a aménagement du temps et du lieu de travail, les congés, des mesures de soutien aux employés à leur famille, puis des mesures d'adaptabilité de l'organisation qui touchent un peu plus l'organisation du travail. Puis, ce qu'on demande, c'est que les organisations aient une mesure, là, minimalement une mesure dans chacune de ces catégories-là, mais on vous accompagne là, pour en fait faire l'inventaire de vos mesures, voir s'il y en a déjà qui pourraient être formalisées ou s'il y en a qui peuvent être bonifiées là, suite au sondage de consultation des besoins des employés. Parfait. Merci. Merci, Amélie. Et puis, j'ai réglé le problème avec le chat. Je ne sais pas pourquoi il était fermé, mais maintenant, pour ceux qui voudraient écrire plutôt que parler à voix haute, c'est possible de le faire. On peut peut-être attendre encore quelques minutes, mais sinon, je peux vous dire aussi que dans un courriel qui va suivre d'ici quelques heures ou au plus tard demain matin, il va y avoir, oui, l'enregistrement de la rencontre, avec aussi les liens vers les pages des projets, les liens pour prendre rendez-vous aussi pour ceux qui sont intéressés pour prendre contact avec nos chargés de projet pour votre démarche en conciliation famille-travail, avec également des petits outils, aussi des ressources pour alimenter votre réflexion déjà concernant la conciliation. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Écoute, c'était tellement clair que les gens ont tout compris. Non, je blague, mais gênez-vous pas à prendre, on le répète depuis tantôt, mais à prendre rendez-vous avec nous parce que des fois, bon, c'est dans les discussions aussi plus précises là, que les questions se pointent. On va être très heureuse là, de vous rencontrer pour parler plus en détail de nos projets. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter, Karine, Patricia. Non, je pense que c'était un beau mot de la fin.
Super. Ben, on vous remercie de vous être libérés pour en apprendre davantage sur nos projets d'accompagnement gratuit. On vous souhaite une belle journée.